à toutes et à tous, soyez les bienvenus, suivez-moi, je vous emmène faire le tour du bassin méditerranéen, histoire de faire le point sur l'actualité de la semaine. Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la situation en Syrie. La guerre dure depuis maintenant 4 ans, le bilan humain est lourd. Alors y a-t-il une issue possible à ce conflit ? Eh bien c'est la question que nous poserons à notre invitée. Caroline Donati est journaliste spécialiste de la Syrie. Nous reviendrons également sur la polémique déclenchée dimanche dernier par le pape François. Le souverain pontife a parlé de génocide à propos du massacre des Arméniens il y a tout juste 100 ans. Des propos vivement condamnés par la Turquie, c'est ce que nous verrons dans ce magazine. Nous nous éloignerons ensuite de cette actualité chargée pour prendre l'air en Italie, à Rome plus précisément, où nous découvrirons les coulisses du célèbre studio de cinéma de la Cinecittà. Menacé de fermeture, le lieu a fait peau neuve, attirant désormais les super productions hollywoodiennes. Mais avant de revenir plus en détail sur ces titres, cette nouvelle illustration du drame que vivent les migrants. C'était dimanche dernier en mer Méditerranée, au large de la Libye. Une embarcation de fortune a chaviré. Jusqu'à 400 personnes ont disparu dans ce naufrage. Seuls 145 migrants ont pu être sauvés par les gardes-côtes italiens. Originaires essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient, tous s'efforcent de gagner l'Europe à la faveur du chaos régnant en Libye. Vous le voyez sur la carte, entre juillet et septembre 2014, les principaux points d'entrée étaient Lampedusa, près de la Sicile et le sud de l'Italie. Deuxième lieu de passage, la frontière grecque, puis les routes terrestres jusqu'en Hongrie et enfin l'Espagne. Autre site qui attire les candidats à l'exil, l'enclave espagnole de Melilla au Maroc, un reste de l'empire colonial encerclé par des barrières et régulièrement pris d'assaut. C'est le dossier de ce magazine, il est signé Dorothée Olyric. Ils descendent la nuit en file indienne. Une caméra thermique les filme. Nous sommes au Maroc. Les clandestins vont prendre d'assaut la barrière qui les sépare de l'Espagne. Des centaines d'hommes s'élancent. Entre eux, ils appellent cela la frappe. Une grappe humaine dont le poids fait plier le grillage. Pour ces migrants, le passage est réussi, ils sont en Espagne. 2 jours, voilà à quoi ressemble cette barrière. Un rideau de fer de 12 km de long. Avec une triple clôture haute de 7 mètres, hérissée de barbelés, de lames de rasoir. Un système équipé de détecteurs de mouvement et de bruit, de caméras thermiques et donc de patrouilles de la Guardia Civile. Au Maroc, il existe 2 enclaves espagnoles, Melilla et Ceuta, des restes de l'empire colonial. Melilla, avec ses 12 km², est donc un Eldorado en terre marocaine. Pour les clandestins, passer la barrière frontière, cela veut dire arriver en Europe. Bossa, c'est leur cri de victoire. Dans une tentative précédente, lui a perdu 2 doigts. Mais qu'importe, il est sur le sol espagnol. Et ils ne sont plus expulsables. Ils peuvent demander le droit d'asile. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre ? De l'émotion, on se dit qu'on sort de loin quand même. On sort de loin. C'est comme quitter de l'enfer pour le paradis. Reconduire au Maroc les clandestins au plus vite, les empêcher de poser le pied sur le sol espagnol. C'est ce que veulent les autorités espagnoles, qui pratiquent des expulsions immédiates via des portes dans le grillage. Ces reconduites, les associations de défense des droits de l'homme les contestent. Elles les jugent contraires aux normes européennes. Les autorités espagnoles remettent directement les clandestins expulsés aux militaires marocains, en sachant parfaitement comment ils vont être traités, jetés à terre et battus. Et les Espagnols continuent à faire ces expulsions à chaud totalement illégales. Ces expulsions immédiates provoquent des réactions terribles. Ici, des militaires marocains frappent les migrants. Côté espagnol, la violence est là aussi entre migrants et gardes civils.
Là, ce sont des images filmées par la Guardia Civile. On voit les militaires pris à partie. On leur crache dessus. Un autre tombe de plusieurs mètres de haut. Le président de Melilla soutient sans réserve les forces de l'ordre. Si les gardes civils ne peuvent plus faire leur boulot, alors on n'a qu'à mettre des hôtesses de l'air en bas du grillage. Même discours du côté du délégué du gouvernement espagnol qui défend les expulsions faites au bas de la barrière. Qu'on nous dise quoi faire, par des lois, des normes européennes ou par la voie judiciaire. Il faut bien que la Guardia Civile remplisse sa mission, c'est-à-dire empêcher les clandestins de passer la barrière. Chaque année, 50 000 personnes tentent de pénétrer par l'une des deux enclaves espagnoles au Maroc. En 2014, 5 000 clandestins ont réussi à entrer. Pour les autorités espagnoles, légaliser les expulsions à la frontière est un impératif pour endiguer le flux migratoire. Et les associations humanitaires ont dénoncé cette semaine l'incurie des autorités européennes face au naufrage de migrants en Méditerranée. Autre appel, lancé cette fois-ci par la haute représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne. Federica Mogherini a adressé un salam aleikum, comprenez que la paix soit avec vous au pays du bassin méditerranéen. La diplomate italienne a souhaité davantage de dialogue avec la région pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme chez les jeunes. Quelques 5 000 à 6 000 Européens, dont 1 450 Français, sont partis en Irak ou en Syrie pour rejoindre les djihadistes. En Syrie, justement, le Conseil de sécurité de l'ONU réclame un accès des agences humanitaires aux milliers de Palestiniens qui se retrouvent bloqués à Yarmouk depuis l'assaut des djihadistes. C'était le 1er avril dernier. Nous vous en parlions ici même la semaine dernière. Ce quartier situé à proximité de Damas est devenu fin 2012 un champ de bataille entre forces du régime et rebelles syriens, appuyés chacun par des groupes palestiniens. Le régime s'est déclaré prêt à fournir des armes aux organisations palestiniennes pour chasser le groupe État islamique du camp où, il faut le dire, la situation humanitaire ne cesse d'empirer. Cela fait donc 4 ans que le conflit a éclaté en Syrie. La révolte engagée contre le régime de Bachar al-Assad s'est transformée en guerre civile. À la clé, près de 220 000 morts et des millions de réfugiés. Et un constat, l'impossibilité de trouver une issue à cette guerre interminable. Franck Genozo, Stéphane Guimau. Imaginez un pays qui s'enfonce progressivement dans l'obscurité. En 4 ans, la Syrie a perdu 83% de son éclairage public, preuve satellite d'un territoire plongé dans les ténèbres. Un pays où le bruit des armes automatiques et des explosions ne fait même plus sursauter les enfants. Un pays où l'engrenage guerrier conduit les hommes à se battre au milieu de trésors millénaires. Certaines colonnes ont été abîmées à cause de tirs de roquettes. Et où la terre, dévastée, pousse les combattants à s'affronter en sous-sol, dans un face-à-face meurtrier. Ici, c'est une nouvelle forme de guerre, la guerre des tunnels. Ce pays, la Syrie, n'a en 4 ans pas connu un instant de répit. Plus de 200 000 morts, des millions de personnes qui fuient les combats, prises en étau entre les atrocités du groupe État islamique et la main de fer du régime. Car s'il est un symbole de cet interminable conflit, c'est bien lui, Bachar el-Assad. On a un temps dit son pouvoir chancelant, mais il est aujourd'hui redevenu incontournable, même assis sur un tas de ruines. C'est pourtant lui qui, en 2011, est accusé d'avoir fait réprimer dans le sang les premières manifestations. Comme ici, à Homs, alors épicentre de la révolution. Lui encore qu'une partie de la communauté internationale accuse à l'été 2013 d'avoir fait bombarder un quartier de Damas à coups de bombes chimiques. La France et les États-Unis réfléchissent à frapper puis renoncent. Fin stratège, Bachar el-Assad accepte la destruction de son arsenal chimique. Il le sait, le temps joue en sa faveur. Car la révolte change progressivement de visage. Les radicaux prennent le pouvoir avec à leur tête le groupe État islamique qui multiplie les exécutions et met en scène la violence. Dans ses rangs, de nombreux djihadistes venus d'Europe. La priorité des pays occidentaux va donc changer. À l'été 2014, des frappes aériennes sont cette fois décidées par une coalition menée par l'Amérique,
contre l'État islamique. Une intervention qui de facto vient soulager le régime syrien. Officiellement, la France continue à demander le départ du président. Mais la visite de 4 parlementaires à Damas vient rappeler que cette position est loin de faire consensus dans la classe politique française. L'homme fort de Damas semble aujourd'hui revenu au centre de l'échiquier, glorifié plus que jamais par la télévision nationale syrienne. Alors même que certaines organisations humanitaires estiment aujourd'hui que 13 000 opposants sont morts sous la torture dans ces prisons depuis le début du soulèvement. Une question alors, Bachar al-Assad, ennemi numéro 1 du monde occidental il y a 4 ans, serait-il redevenu fréquentable ? Eh bien pour en parler, notre invitée aujourd'hui en duplex de Paris est journaliste, spécialiste de la Syrie, Caroline Donati, bonjour. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut dire que Bachar al-Assad est en train de gagner la guerre ? Absolument pas. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on le voit perdre du terrain. Je dirais qu'en 4 ans, les rapports de force n'ont pas véritablement changé, si ce n'est cette perte du terrain, et que la seule force aujourd'hui de Bachar el-Assad, c'est le soutien constant et inébranlable jusqu'à présent de ses alliés iraniens et russes, et surtout de sa communication qui le présente comme le rempart unique contre la menace Daesh. Oui, il a une communication très très organisée. Est-ce qu'on peut dire également que eh bien les terroristes de l'État islamique lui sont très utiles, et même si on pousse le vice encore plus loin, est-ce qu'ils ne favorisent pas leurs actions pour servir sa propre cause ? Oui, écoutez, le président Assad fait ce que le régime syrien a toujours fait, c'est-à-dire qu'il instrumentalise les extrémistes. Bachar el-Assad a favorisé la montée des radicaux, que ce soit Daesh ou d'autres groupes, pour permettre d'affaiblir ses adversaires à l'intérieur, les rebelles qui se trouvent aujourd'hui pris en étau entre les bombardements du régime et les extrémistes, mais aussi pour affaiblir son adversaire principal à l'extérieur, les Occidentaux, qui aujourd'hui ne regardent la Syrie qu'à travers une seule priorité, la lutte contre le terrorisme. Alors est-ce qu'aujourd'hui il y a une solution pour éviter ce type de situation ? Et écoutez, je crois qu'il faut apporter une réponse politique digne de ce nom et arrêter de ne se focaliser que sur le prisme Daesh. Et lorsque l'on entend aujourd'hui sur la scène médiatique dire que Bachar el-Assad est l'acteur incontournable de la solution politique, absolument pas. Caroline Donati, vous restez avec nous, on va en reparler dans un instant parce que vous êtes également co-auteur avec Karine Lefebvre-Connel d'un web documentaire baptisé Syrie, journaux intimes de la Révolution, un très beau magazine d'ailleurs dans lequel vous avez donné la parole à des Syriens. Ils se sont filmés au jour le jour pour raconter leur quotidien marqué par la violence et la guerre. Avant d'en parler, je vous propose d'en regarder un extrait, vous allez le voir, les témoignages sont bouleversants. Allahu Akbar. داعش والنظام 22 انا عم اشوف قصف الطيران فراح اترك الضيعه راح نترك الضيعه ونمشي لهذا السبب جيت اصور اخر فيديو طبعا شكل لساني من هذا ابن الحرام اللي رعبني راح نشوف مكان القصف. Quand Majid nous envoie ces images, cela fait déjà 2 ans que nous travaillons ensemble. Il fait partie de notre équipe, celle du web documentaire Syrie, journaux intimes de la Révolution. Majid, Oussama, Judy et Amer se filment et nous racontent leur vie bouleversée, dévastée. Semaine après semaine, nous les accompagnons à distance et leurs vidéos alimentent notre site. C'est ce travail collectif, cette histoire en marche, que nous voulons vous raconter. Alors on vient de le voir à l'instant, Caroline Donati, vous suivez depuis 2012 Amer, Majid, Judy, Oussama. Comment vont aujourd'hui les héros de votre documentaire ? Est-ce que vous êtes restés en contact ? Oui, on reste en contact quotidiennement. C'est un travail que l'on a mis en place depuis 2012. Et en fait, l'idée à la base était de pouvoir témoigner de ce qui se passe en Syrie au plus près et de rendre compte de ce qui se jouait, ce qui se joue
aujourd'hui encore, c'est-à-dire un combat pour se libérer de la dictature des Assad. Et donc je suis en contact permanent, on est en contact permanent avec mon équipe, avec Amer, Majid, Joudi et Oussama, et ils se filment au quotidien. Et donc ce que l'on met en ligne sur ce web documentaire, Syrie, journaux intimes de la Révolution, ce sont leurs films. Et comment vous avez fait pour les convaincre de vous suivre dans cette aventure ? Écoutez, la proposition de départ, c'était, voilà, nous voulons témoigner de ce qui se passe en Syrie. Dans le projet, une personne clé, c'est Oussama, cet activiste, membre fondateur du mouvement de non-violence bien avant le début du soulèvement. Et donc je le connais, on a une relation de confiance puisque bon, je travaille sur la Syrie depuis 20 ans et c'est cette relation de confiance qui a permis de constituer cette équipe. Justement, lorsque l'on regarde ces images, lorsque l'on regarde votre documentaire, il y a un sentiment très fort qui domine, c'est le sentiment d'impuissance. Comment expliquer que la communauté internationale ne réagit pas ? Écoutez, c'est un petit peu, je pense que au départ, la communauté internationale a été dépassée par ces processus révolutionnaires en Syrie comme ailleurs. Et après, ce désarroi s'est un peu transformé en démission. Et donc aujourd'hui, on assiste, et Amer et Majid et Oussama, enfin le disent et le vivent, c'est dramatique, c'est-à-dire à une véritable démission, une faillite, je crois, dans la gestion de ce drame, qui aura des conséquences dramatiques. Hein. Parce que si aujourd'hui les Syriens payent le prix, je pense que tout le monde le paiera un jour ou un autre. En quelques mots, Caroline, quels sont vos autres projets, toujours avec ce web documentaire ? Écoutez, pour nous c'est essentiel de continuer de témoigner, et donc le web documentaire va s'ouvrir aujourd'hui à 2 nouveaux journalistes citoyens, toujours en première ligne, à Alep et dans une banlieue de Damas, et avec eux et Oussama on est en train de constituer aussi un réseau de journalistes citoyens pour toujours mieux informer sur ce qui se passe en Syrie. Caroline Donati, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, votre web documentaire est visible sur syria.arte.tv et je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre dont le titre est L'exception syrienne aux éditions La Découverte. Et je rappelle par ailleurs que vous pouvez revoir l'intégralité de cet entretien sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. L'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi cette déclaration du pape François qui a déclenché une vive polémique en Turquie. À l'occasion de la Pâque orthodoxe, c'était dimanche dernier, le souverain pontife a employé le terme de génocide à propos du massacre des Arméniens il y a tout juste 100 ans. Devant le patriarche arménien, le Saint-Père a classé cette page de l'histoire parmi les 3 plus grandes tragédies du XXe siècle. La première, qui est largement considéré comme le premier génocide du XXe siècle, a frappé votre peuple arménien. Comme Jean-Paul II l'avait fait en 2001 par écrit, le pape François reconnaît officiellement le massacre des Arméniens par les autorités ottomanes comme le premier génocide du XXe siècle. En Turquie, la réaction est immédiate. Ankara rappelle son ambassadeur auprès du Vatican. Le président Recep Tayyip Erdogan va jusqu'à parler des délires du Saint-Père. Car aujourd'hui encore, 100 ans après les faits, le pays réfute le terme de génocide. La Turquie rejette le génocide, c'est un fait. Et moi, je rejette aussi cette idée. Je pense que le pape a eu tort. Et pourtant, les faits sont là. Entre 1915 et 1917, 1,5 million d'Arméniens ont été exécutés ou déportés vers le désert où ils sont morts d'épuisement, de faim et de soif. À Marseille, où réside la plus importante communauté arménienne de France, la tragédie fait partie intégrante de l'histoire de nombreuses familles. Il y a des histoires qui sont arrivées directement à nos grands-parents. Une femme arménienne qu'on va retrouver dans une famille turque avec un nom turc, elle a été obligée d'épouser un homme turc pour ne pas perdre sa vie. Une histoire douloureuse aujourd'hui reconnue par une vingtaine de pays, parmi lesquels la France, et désormais donc le Vatican, une étape non seulement symbolique, mais aussi politique.
À la fois, c'est une leçon de morale, mais aussi de courage politique que montre le pape, qui ne cède pas aux pressions de la Turquie, qui dénonce le négationnisme et qui appelle d'autres dirigeants, justement, à également reconnaître les massacres de 1915 comme génocidés. Au lendemain des déclarations du pape, l'Union européenne a ainsi voté une résolution concernant la commémoration du génocide arménien qui aura lieu le 24 avril prochain. Un premier pas vers la reconnaissance de ce qui reste à ce jour l'un des plus grands massacres de l'histoire. Changeons radicalement de décor. Je vous emmène dans le sud de la France où l'été semble s'être installé avec un peu d'avance. Idéal en cette période de vacances scolaires. Le soleil est au rendez-vous, les températures estivales, de quoi séduire les touristes. Une question alors, les hôtels en France sont-ils dignes de ce nom? Le parc hôtelier souffre en effet d'une image vieillotte. Le nombre de nuitées a d'ailleurs reculé de 1,5% l'an passé, alors que le pays reste la première destination touristique du monde. Alors, désuets ces hôtels? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu savoir. Les professionnels du secteur estiment qu'en France, près d'un quart des hôtels classés seraient vétustes. Car beaucoup peinent à investir dans des travaux de rénovation coûteux. C'est le cas de cet établissement dans le sud de la France. 2 étoiles sur la façade et à l'intérieur des chambres fatiguées à 58 € la nuit que la propriétaire aimerait bien rafraîchir. Voilà, dans cette chambre qui a été refaite donc en 2005 quand on a pris l'hôtel. Donc depuis on n'a rien changé. Donc on aimerait bien changer les dessus de lit avec les rideaux, refaire de jolies choses. Mettre par exemple les mini-bars dans les chambres aussi. Enfin refaire tout, voilà, ça fait 4 000 € à peu près pour une chambre. Et ça, vous, du coup, vous ne pouvez pas l'investir parce qu'il y a d'autres charges. Ah oui, là j'ai d'autres charges. Là entre l'ascenseur, les remises aux normes des sécurités, donc tout ce qui est extincteur, alarme, tout ça, donc c'est impossible. Certaines salles de bain ont été refaites il y a 7 ans, mais des marques d'usure ont déjà réapparu au pied des murs ou dans le bac à douche par exemple. Malgré ces petits défauts, l'hôtel de Josiane Lavocat garde un atout charme intemporel, la vue. Pour rénover les 26 chambres de son établissement, il lui faudrait 100 000 €. Impossible, car les banques lui refusent un prêt, alors elle projette de faire petit à petit. Au lieu de refaire, admettons, des gros travaux en fin de saison et de dire tout est refait, on va refaire un étage par étage. Donc voilà, ça prendra plus de temps. Et quand on aura fini le dernier étage, le premier sera à refaire. Aujourd'hui, face aux campings, aux chambres d'hôtes ou aux propriétaires qui prêtent leurs appartements, pour les hôteliers, la concurrence est toujours plus forte. Rénover son établissement devient même vital, et pour ça, pas forcément besoin de casser tous les murs. À la Grande Motte, Chantal Croze a tout misé sur la décoration. Là, ça a été quand même des travaux de décoration. On a repeint tout le patio, on a installé un joli olivier. On a acheté donc du mobilier pour que les gens puissent prendre le petit déjeuner. Mobilier plus moderne, ambiance hôtel de charme. Une montée en gamme qui lui a permis d'augmenter ses tarifs. La nuit est passée de 80 € à 120 €. Et le succès est au rendez-vous. Oui, je suis capable de mettre 30-40 € de plus. Oui. Rien que pour avoir quelque chose dans vos goûts. Juste rien pour avoir quelque chose de confortable, enfin quelque chose qui me plaît. Depuis 6 ans, Chantal Croze a investi près de 200 000 € dans la rénovation de son hôtel. Elle commence enfin à rentrer dans ses frais. Autre destination touristique prisée, l'Italie. Suivez-moi, je vous emmène maintenant dans les coulisses du célèbre studio de cinéma Cinecittà à Rome. C'est sur ce site créé en 1937 qu'ont été tournés des films devenus cultes comme Ben-Hur. Menacé de fermeture, le lieu a fait peau neuve, attirant désormais les super productions hollywoodiennes. Silence, ça tourne. 60 hectares, 22 studios, 7 plateaux destinés aux superproductions. Cinecittà, littéralement la ville du cinéma, fait toujours autant rêver. Pourtant, le colosse a bien failli s'effondrer ces dernières années, plongé au cœur de l'une des plus grandes industries du cinéma européen. Daniel Craig, à ses côtés Monica Bellucci, en chair et en os dans les rues de Rome. Nous sommes sur le tournage du prochain James Bond, Spectre. Une scène en avant-première, rien que pour vos yeux, filmée derrière un périmètre de sécurité et au téléobjectif. La superproduction hollywoodienne a choisi Cinecittà pour installer sa base arrière durant le tournage en Italie. Une aubaine pour les studios en pleine reprise économique.
James Bond, mais aussi Ben-Hur. Le tournage est sur le point de commencer. Il reste encore quelques chars à fabriquer. Là, on voit quelques meubles, mais c'est impossible d'entrer. La production du film l'interdit formellement. C'est immense à l'intérieur, c'est un des plus grands studios d'Europe. Aujourd'hui, les studios se visitent. Chaque jour, le site accueille des centaines de touristes. Je suis épaté de savoir que des films récents ont été tournés ici. Je découvre et je suis émerveillée. Cinecittà sort pourtant d'une période difficile. Les producteurs l'ont longtemps délaissé. Benito Mussolini avait créé Cinecittà pour concurrencer Hollywood. Ironie de l'histoire, aujourd'hui ce sont deux classiques du cinéma américain, James Bond et Ben-Hur, qui contribuent entre autres à son renouveau. C'était une figure de la Méditerranée. Marcel Pagnol est au centre des festivités à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Sa ville natale célèbre le 120e anniversaire de sa naissance. L'occasion pour nous de se replonger dans les grands classiques qui ont fait son succès. Regardez. À moi, il me fend le cœur, à toi, il te fait rire. Ces répliques, vous les connaissez par cœur, mais elles ont aussi fait le tour du monde. Et cette partie de cartes, devenue culte, a été adaptée au Japon, en Allemagne, en Angleterre. Des remakes de Marius, Fanny et César comme s'il en pleuvait, comme celui de la Warner, tourné sur le Vieux-Port en 1960. Le jeune Marcel Pagnol n'imaginait certainement pas, en racontant sa Provence, son Marseille, et les histoires toutes simples de gens tout simples, qu'elle ferait de lui l'un des auteurs français les plus lus et étudiés dans le monde. Peu d'auteurs ont une telle popularité, que ce soit de leur vivant ou même après, avec autant d'œuvres qui sont connues et qui représentent, d'une certaine manière, à l'étranger en tout cas, une certaine façon de vivre à la française. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Et m'économise au moins 10 kilos de farine par jour. Ce mélange de profondeur et de couleurs locales, du pain béni pour les acteurs. Michel Galabru, par exemple, a repris La femme du boulanger, créée par Rému, après avoir d'abord dit non à Pagnol lui-même, de son vivant. Il m'a dit, vous vous rendez pas compte? Je lui ai dit, je suis la chaussure de Rému, moi je peux pas jouer ça après cet homme. Mais dans les années 80, modestement, il se jette à l'eau. C'est comme un type qui joue Beethoven. C'est toujours du Beethoven. Il a beau être un petit pianiste de quartier, c'est du Beethoven. Vous voyez? Et là, c'est pareil. C'est du Pagnol. En 1998, Gérard Houry et Smaïn se lancent dans un remake du Spoons. Pour cet humoriste, Pagnol est un maître. Quand on choisit Molière et quand on joue du Molière, on peut se prétendre comédien. Voilà. Pagnol, c'est exactement pareil. Quand on s'approprie Pagnol, quand on joue Pagnol, on peut prétendre après de jouer les grands textes. Je vais chez la marchande de chapeau. Et la marchande me dit, c'est Pagnol, c'est moi qui vous ai reçu. Vous m'avez reçu où? En ce bas monde. J'étais sage-femme. Pagnol est né dans une petite maison d'Aubagne le 28 février 1895. 1895, voilà. 120 ans plus tard, gageons qu'il tape le carton avec Fernandel Rému et toute sa bande d'amis immortels. Allez, avant de se quitter, on rejoint le pont du Gard. Cet aqueduc romain attire chaque année plus d'1 million de visiteurs. Il faut dire qu'au-delà de l'architecture impressionnante de cet ouvrage, la nature environnante offre de très belles balades qui fleurent bon la Méditerranée. Très bon week-end, très belle semaine.